Bienvenue dans le 7-9, deuxième partie. Merci d'être avec nous. Tout de suite, le journal. Voici les titres. Nous irons en Libye pour commencer. Le pays est toujours secoué par les violences, au point que la Libye doit renoncer une nouvelle fois à organiser la Coupe d'Afrique des Nations qu'elle devait accueillir en 2017. Un appel à candidature a été lancé. Nous reviendrons aussi sur ce nouveau drame de l'immigration clandestine. Ça s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche. 18 cadavres ont été retrouvés hier matin à bord d'un canot au large de l'île italienne de Lampedusa. Près de 100 personnes étaient à bord de l'embarcation de fortune. Et puis, nous nous intéresserons à la colonie de vacances Lalla Mariam sur la plage de Hindieb. Grâce à cette colonie, ce sont près de 1200 enfants issus de familles démunies qui peuvent aussi profiter de leurs vacances. Mais d'abord, pour commencer, ce communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la coopération, un communiqué dans lequel le Maroc dénonce et condamne avec force les crimes abjects commis par des groupes terroristes contre des innocents de toutes les nationalités, confessions et professions, y compris les journalistes, notamment en Irak et en Syrie. Toujours selon ce même communiqué, ces actes terroristes sont contraires aux préceptes de l'islam et constituent une violation flagrante aux valeurs humaines universelles. Le phénomène du terrorisme ne doit être associé à aucune culture, civilisation ou confession, insiste le ministère. Et on va faire le point justement sur la situation en Syrie et en Irak. Tout d'abord, le ministre irakien des Affaires étrangères a appelé hier la communauté internationale à aider son pays à lutter contre les djihadistes, un combat pour lequel son homologue iranien lui a assuré le soutien de Téhéran. Washington s'est dit de son côté déterminé à poursuivre ses raids. Les États-Unis menacent d'étendre leur intervention à la Syrie voisine car le groupe djihadiste est également très actif dans la Syrie en guerre. Hier, ils ont pris l'aéroport de Tabqa, dernier bastion du régime de Bachar el-Assad dans la province de Raqqa. L'Observatoire syrien des droits de l'homme a fait état de 541 morts, dont 170 soldats tués pour la seule journée d'hier. Côté djihadiste, 346 ont péri en 6 jours de combat. Et puis hier, le secrétaire d'État américain, John Kerry, a confirmé la libération de Peter Theo Curtis, un ressortissant américain détenu en Syrie depuis maintenant 2 ans. L'actualité au Maghreb à présent, avec d'abord la Libye. Le pays, je vous le disais, est donc toujours secoué par les violences, au point que la Libye doit renoncer maintenant une nouvelle fois à organiser la Coupe d'Afrique des Nations qu'elle devait accueillir en 2017. Un appel à candidature a été lancé. Depuis la mort de Kadhafi, les autorités libyennes ne parviennent pas à contrôler les dizaines de groupes armés qui font aujourd'hui la loi dans le pays. Manal Ardali. Des révolutionnaires libyens fêtent leur victoire. L'aéroport de Tripoli est désormais entre leurs mains après 10 jours d'intenses combats. Une démonstration de force pour revenir sur la scène politique après leur échec électoral du 25 juin. Ces combattants sont venus essentiellement de Misrata et de Zenten. Les derniers affrontements seraient les plus violents depuis la chute de Muammar al-Kadhafi en 2011. Les rebelles ont vaincu ce qu'on appelle les milices al-Madani, al-Qaqa, al-Sawa'iq. Nous avons pris le contrôle de l'aéroport. Les miliciens ont retiré leur confiance au Parlement et au gouvernement. Ils leur reprochent un acte de trahison. Les autorités de Tripoli avaient appelé à une intervention étrangère en Libye pour défendre la souveraineté du pays. Selon les rebelles, l'Égypte et les Émirats arabes unis sont impliqués dans des bombardements menés contre leur position. L'Égypte a démenti pour sa part son implication, mais les Émirats arabes unis n'ont toujours pas réagi. Face aux efforts du gouvernement pour éradiquer les milices armées, les combattants sont déterminés à poursuivre leur combat. Quelle joie d'avoir libéré la capitale Tripoli. C'est une grande satisfaction pour les rebelles. Nous aspirons à d'autres victoires. Ce matin, les chefs des diplomaties de la Libye et de ses 6 voisins se réuniront au Caire pour discuter une sortie de crise. Une crise qui se répercute sur tous les domaines. La Libye vient de renoncer à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de 2017. C'est ce qu'a affirmé la Confédération africaine de football.
On va rester au Maghreb avec ce drame du football en Algérie. L'attaquant international camerounais qui jouait pour l'équipe de la jeunesse sportive de Kabylie, le JSK, Albert Ebossé. Eh bien, le jeune homme de 26 ans est mort ce week-end des suites de sa blessure. Il avait reçu un pavé sur la tête en regagnant les vestiaires. Ça s'est passé à la fin du match qui opposait le JSK à l'USM d'Alger pendant le championnat d'Algérie. Le joueur a été atteint par ce projectile lancé depuis les tribunes où des incidents avaient éclaté un peu plus tôt, plusieurs fois sélectionné en équipe nationale. Albert Ebossé rêvait de porter un jour le maillot des Lions indomptables. Également dans l'actualité ce matin, ce nouveau drame de l'immigration clandestine. Ça s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche. 18 cadavres ont été retrouvés hier matin à bord d'un canot au large de l'île italienne de Lampedusa. Près de 100 personnes étaient à bord de l'embarcation de fortune. La marine italienne a pu sauver des dizaines de personnes. Depuis vendredi dernier, 3500 migrants ont été secourus par l'opération Mare Nostrum, par les gardes-côtes italiens ou encore par les bateaux de pêcheurs. En tout, plus de 100 000 personnes sont arrivées en Italie depuis le début de l'année, selon les Nations Unies, notamment des familles parties de Libye, de Syrie, d'Érythrée ou encore de Somalie. Direction Gaza à présent, Gaza où la rentrée des classes était prévue hier, mais la rentrée scolaire a dû être finalement annulée pour cause. La plupart des écoles ont été transformées en lieux d'hébergement pour des familles palestiniennes durant l'offensive israélienne. Les détails avec Amina Ben Khalaq. Pas de rentrée pour les enfants de Gaza. Hier, les écoles n'ont pas pu ouvrir leurs portes, à quelques exceptions près. Dans cet établissement de l'ONU, des instituteurs ont improvisé une rentrée, mais les écoliers ont compris qu'ils n'allaient pas retrouver leur classe de sitôt. Nous voulons aller à l'école et nous espérons un cessez-le-feu d'urgence. Il faut que le monde entier comprenne que nous ne voulons plus de violence. Nous voulons poursuivre nos études pour construire un avenir. Ces activités, les réfugiés les ont suivies de leur balcon, car cette école, comme beaucoup d'autres à Gaza, s'est transformée en camp de fortune pour des familles entières. Même si nous ne pouvons pas faire en sorte que l'année scolaire commence normalement, nous devons préparer de vraies structures pour ces enfants. Ils ont droit à l'éducation, nous devons faire l'impossible pour leur garantir ce droit. Selon l'ONU, 216 écoles ont été touchées par des bombardements israéliens. 22 d'entre elles ont été complètement détruites. Et la menace pèse toujours sur ces écoles. L'offensive qui a fait plus de 2100 morts parmi les Palestiniens pourrait encore durer selon le gouvernement israélien. Le point sur l'épidémie d'Ebola et pour la première fois, un expert médical international a été contaminé lui aussi par Ebola en Sierra Leone. C'est une annonce de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui ne donne aucune autre précision. On apprend également que la RDC, la République démocratique du Congo, a confirmé hier soir la présence du virus sur son territoire. Par ailleurs, les Nations Unies et l'OMS ont promis samedi des moyens sans précédent au Libéria pour faire face à la propagation foudroyante du virus Ebola. À ce jour, l'épidémie a fait au moins 1427 morts. Et on va s'arrêter justement en Sierra Leone ce matin, un des pays durement touchés par l'épidémie. Là-bas, la radio est une arme de guerre contre le virus Ebola dans un pays où la majorité des 6 millions d'habitants ne sait pas lire et où il n'existe qu'une seule chaîne de télévision. Des journalistes radio, vous allez le voir, et des DJ également sont formés dans l'urgence pour informer sur les causes de la maladie et les méthodes de prévention. Reportage. Midi à Kenema, dans l'est de la Sierra Leone. Un seul sujet à la radio. Ebola est là et son impact sur nous est réel. C'est une maladie et elle se propage très vite. Les ondes radio représentent une arme de guerre contre le virus mortel, jusqu'à présent inconnu en Afrique de l'Ouest. 90% de la Sierra Leone s'informe à travers les dizaines de stations qui émettent dans tout le pays, contre une seule chaîne de télévision. La radio nous apprend ce qu'est vraiment la maladie. Ils nous disent que si nous sommes avec un malade atteint d'Ebola, on doit le transporter dans un centre de traitement d'Ebola. Journalistes et animateurs figurent en première ligne dans les campagnes de prévention. Ils reçoivent ici à Freetown une formation sur les causes de la maladie.
Enjeu, dissiper les rumeurs qui peuvent être tout aussi mortelles, comme cette histoire de bain à l'eau salée qui éviterait la maladie. Nous devons discréditer ces rumeurs, c'est votre rôle. Vous devez participer activement à la collecte de ce qui se dit sur le terrain. Je sais que les DJ doivent être distrayants, mais s'il vous plaît, soyez prudents avec vos plaisanteries sur la maladie. Ce n'est pas un sujet qui prête à plaisanter. Vie quotidienne, sexualité, médecine et croyances traditionnelles, l'information prend 2 bonnes heures, tant les rumeurs se multiplient dans ce pays qui ne connaissait pas Ebola. Une rumeur circulait selon laquelle le gouvernement allait fermer le pays pour 21 jours ou encore par exemple que chaque lundi serait férié. L'une des radios de la capitale, Freetown, reçoit par SMS des questions d'auditeurs pendant ses programmes anti-Ebola en dialecte. Un bon baromètre des peurs et des ignorances face à la menace de la fièvre hémorragique. La plupart du temps, ils posent ce genre de questions. Si je mange avec quelqu'un, est-ce que je vais attraper Ebola? Est-ce que je dois aller à l'hôpital si je suis malade? Parce que j'ai entendu que si tu vas à l'hôpital, ils te refusent et tu meurs. Donc, est-ce que je dois aller à l'hôpital si je suis malade? Bien sûr, si tu es malade, tu dois aller à l'hôpital. L'information radio est vitale car la presse ne s'adresse qu'à une élite dans un pays où moins de la moitié des 6 millions d'habitants sait lire. Même si le virus a tué des centaines de personnes, quelques bonnes nouvelles filtrent parfois entre les grésillements. 141 personnes porteuses du virus Ebola ont été traitées et soignées et déclarées guéries. Voilà ce que l'on pouvait dire à propos du virus Ebola. Et Maroc, pour terminer ce journal, direction la plage de Ain Diab, là où se tient la colonie de vacances La Lamriam. 1200 enfants issus de familles démunies profitent d'un programme riche en activités culturelles et sportives également. La colonie est organisée par le département de la jeunesse et des sports et l'association des colonies de vacances urbaines d'Anfa Casablanca. Vous voyez ces images de Essam Labari sur un récit d'Amina Ben Khalaq. Ils sont aux anges. Ces enfants de la colonie de vacances La Lamriam ne désirent qu'une chose, arriver le plus rapidement possible à destination. Le bus roule sur le rythme des refrains de colonie que ces jeunes chantent avec leur monitrice. Les voilà enfin à Ain Diab. Premier réflexe des encadrants, rassembler les enfants pour chanter l'hymne national. J'aime mon pays, c'est le slogan de ces colonies. Chaque jour, 1200 enfants vont répéter cette phrase. Elle va les accompagner dans toutes leurs activités. Ces activités sont préparées par une équipe de professionnels avec des objectifs éducatifs pour les enfants. Parmi ces objectifs, développer les valeurs de citoyenneté chez ces enfants issus de milieux pauvres. La colonie de vacances La Lamriam donne aussi l'occasion à ces jeunes de s'exprimer et de se découvrir des passions comme le sport. Ils sont coachés par des professionnels. Pour ce qui est des activités culturelles, ce sont les instituteurs qui mènent la barque avec des compétitions ludiques qui amusent beaucoup les plus jeunes. J'aime beaucoup cette colonie de vacances. Il y a de tout, on peut s'amuser et apprendre de nouvelles choses en même temps. C'est la 3e fois que je viens à cette colonie. Ici, je peux faire les activités que j'aime, comme le football ou la natation. En plus, les encadrants sont gentils. Ils prennent soin de nous. La colonie La Lamriam fait partie du programme Vacances pour tous. Programme qui devrait bénéficier cette année à plus de 300 000 enfants selon le ministère de la Jeunesse et des Sports. Voilà pour le journal. Ce matin, on va s'intéresser également à l'actualité chez nos voisins espagnols. C'est en direct de Madrid que l'on retrouve Marie Bolinches. Bonjour Marie. Bonjour Maïma. On va commencer Marie avec ces révélations inquiétantes de la radio espagnole. Oui, puisqu'une trentaine de djihadistes espagnols opéreraient en ce moment même en Syrie, en Irak ou encore au Mali, selon un rapport de la police espagnole.
Tous ces djihadistes ont été recrutés, embrigadés, formés, puis envoyés dans les zones de conflit par des groupes établis principalement dans les villes de Ceuta, Melilla ou encore Madrid. Le rapport alerte aussi les autorités espagnoles sur les risques d'attentats qui pourraient être perpétrés par ces djihadistes après leur retour en Espagne. De possibles terroristes, Naïma, très difficiles à repérer puisqu'ils deviennent de plus en plus des loups solitaires. Je vous rappelle d'ailleurs que sur ce thème, l'Espagne et le Maroc collaborent très activement ensemble. Dans un éditorial paru cette semaine, le quotidien El Mundo rappelait d'ailleurs que sans l'aide des services secrets marocains, il aurait été impossible de localiser 1700 salafistes exilés en Espagne durant ces dernières années. Marie, l'autre actualité qui fait les gros titres chez vous en ce moment en Espagne, ce sont ces manifestations à Barcelone, des manifestations un peu particulières. Eh oui, Naïma, puisque figurez-vous que les habitants de Barcelone manifestent depuis la semaine dernière contre les touristes. Et plus particulièrement, il faut le dire, contre ce qu'ils appellent le tourisme de beuverie. L'installation de compagnies aériennes low cost a fait de Barcelone une destination pas chère, une destination à bas coût de premier plan. Conséquence, les fêtards du monde entier se rendent dans la capitale catalane. Et il n'est pas rare de voir défiler des touristes complètement nus ou très éméchés sur les Ramblas. Le quartier de la Barceloneta, lui, un ancien quartier de pêcheurs, est même devenu leur terrain de jeu. On y trouve des supermarchés ouverts 24 heures sur 24 qui vendent de l'alcool et les voisins sont excédés par le bruit et les incivilités qui se multiplient chez ces fêtards. L'autre problème de Barcelone, eh bien, c'est le développement de la location d'appartements touristiques dans le centre historique. Ce développement a fait exploser le prix des loyers et les riverains sont donc obligés de s'exiler. Beaucoup disent même que Barcelone serait devenue une sorte de Disneyland catalan hostile à ses propres habitants. Je vous rappelle qu'en 20 ans, le nombre de touristes à Barcelone est passé d'1 million à plus de 8 millions. Face à la colère des habitants, la mairie a promis d'agir, de multiplier les patrouilles de police dans les quartiers les plus bruyants. Et puis, elle s'est engagée à freiner donc cette prolifération des appartements touristiques, Naïma. Très bien. Marie, on va terminer avec une mauvaise nouvelle pour les consommateurs du monde entier. Eh oui, car les prix de l'huile d'olive flambent. En quelques jours, on est passé de 2,40 € à plus de 2,70 € le kilo d'huile d'olive extra vierge. Car en Espagne, la sécheresse a fait des ravages cette année. Je vous rappelle que le pays est le premier producteur mondial d'huile d'olive. Rien qu'en Andalousie, dans le sud de l'Espagne, on cultive 45% de la production mondiale. Du côté des agriculteurs, vous l'imaginez bien, on se réjouit. Car avec la surproduction des années précédentes, les prix avaient considérablement baissé et les coopératives andalouses travaillaient à perte. Les consommateurs d'huile d'olive, eux, sont dans le même temps de plus en plus nombreux et les besoins ne cessent de croître. Avec de nouveaux marchés comme la Chine, le Canada, les États-Unis ou l'Australie, la demande a bondi, Naïma, de plus de 60% au cours des 20 dernières années. Marie Bolinches en direct de Madrid pour Média TV. Merci pour ces informations. À bientôt, Marie. Place à la revue de presse avec à la une notamment ce matin le souverain qui a donné ses hautes instructions pour trouver des solutions immédiates aux problèmes des MRE bénéficiaires d'un lotissement dans la ville d'Al Hoceima. On va parler aussi dans la presse ce matin de booster le tourisme interne avec la feuille de route de Hassan Haddad. C'est la revue de presse de Tawfiq Nasseri. Restez avec nous.